Bonjour, c'est Marc. Bienvenue sur ma chaîne MLV, Muscles et Longévité, l'autre voie, ou comment être en santé optimale à tout âge dans un corps athlétique. Aujourd'hui, je vais te parler d'alimentation, sujet crucial que j'ai dégrossi dans une vidéo précédente intitulée « L'alimentation idéale existe-t-elle ?» L'alimentation occupe une place centrale en matière de santé et de longévité. Une alimentation de qualité ne se limite pas à une simple question de calories ou d'équilibre entre les macronutriments, mais elle se fonde sur une vision plus large du bien-être qui tient compte, entre autres, du microbiote intestinal, des systèmes hormonaux, de la biochimie individuelle et de l'environnement. Une alimentation optimale doit ainsi répondre aux 4 questions fondamentales qui tournent autour de l'aliment. Quoi manger? Comment? Quand? Et combien? Et donc répondre aux 4 exigences suivantes. 1. Des aliments fonctionnels. 2. Bien préparés. 3. Consommés au bon moment. 4. Et en quantité adaptée. Ces conditions sont applicables à tous, quel que soit l'âge, le sexe. Ce sont des règles universelles mais qui doivent être obligatoirement complétées par des éléments personnalisés. Car chacun est unique, complexe, et notre alimentation doit prendre en compte cette réalité. Première exigence, des aliments fonctionnels. Quoi manger? La première condition d'une alimentation optimale s'articule autour de l'aliment utilisé. Encore faut-il s'entendre sur le terme aliment fonctionnel. Un aliment estampillé fonctionnel est celui qui soutient les grands systèmes de l'organisme, digestif, endocrinien, immunitaire, métabolique, etc. Autrement dit, c'est un aliment qui permet au corps de bien fonctionner, en prévenant les dérèglements et en favorisant la santé sur le long terme. Il doit répondre aux 4 conditions suivantes: être brut, sain, varié et utile. Brut, tout d'abord. Un aliment brut est un aliment issu directement de la nature qui n'a subi aucune transformation industrielle ou seulement des modifications minimes après sa récolte ou son abattage. Il est consommé tel quel ou après des préparations simples telles que le lavage, la découpe, le séchage ou la cuisson, sans ajout d'ingrédients ni de procédés complexes. Il est donc facilement identifiable puisqu'il conserve forme, texture et aspect naturel. C'est le type d'aliment que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs consommaient, vivant en lien direct avec leur environnement. Fruits, légumes, racines, feuilles, graines, oléagineux, œufs, viande et poissons. Sain ensuite. Un aliment sain est un aliment qui est à la fois riche nutritionnellement, vitamines, minéraux, fibres, etc., et pauvre en intrants chimiques, pesticides, engrais de synthèse, antibiotiques, etc. Choisir des aliments bruts ne suffit donc pas à garantir une alimentation de qualité. Une attention particulière doit être portée à la manière dont les végétaux sont cultivés et les animaux élevés. Idéalement, il convient de privilégier des produits frais, biologiques, de saison et locaux, un choix optimal pour le goût, la santé, la planète et l'économie locale. À côté des aliments dont l'origine est irréprochable, végétaux bien cultivés et animaux bien élevés, il ne faut pas négliger certains aliments bien transformés. Par bien transformés, j'entends ici des produits issus de procédés traditionnels qui améliorent la valeur nutritionnelle de l'aliment. La fermentation. Elle produit des probiotiques bénéfiques pour le microbiote intestinal, pilier de notre immunité. Pain au levain, yaourt, kéfir, choucroute. L'extraction à froid. Elle permet de préserver les antioxydants et les acides gras insaturés essentiels à la santé cardiovasculaire. Huile de première pression à froid, d'olive ou de lin. La germination. Ce procédé naturel transforme les graines en aliments plus riches en protéines, vitamines et minéraux. Lentilles, luzerne, pois. Manger sain demande toutefois une implication personnelle et une certaine recherche de la part du consommateur. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives aux produits frais, bio, de saison et locaux. 2 exemples parmi d'autres. Le surgelé et la conserve peuvent être de bonnes options. Malgré une perte de goût et de texture par rapport au frais, ils permettent de consommer des produits de saison hors saison, tout en conservant de bonnes qualités nutritionnelles, parfois même supérieures aux frais mal conservés.
il convient malgré tout de vérifier que le contenu reste brut et sain. Concernant les conserves, il est préférable d'opter pour des bocaux en verre afin d'éviter les risques de migration de perturbateurs endocriniens issus des revêtements métalliques. Le taux de sel et de sucre doivent être également surveillés. Surgelés de fruits pour agrémenter un skyr, ou de légumes pour confectionner une soupe, conserves de légumineuses pour accompagner un plat sont autant d'options à la fois pratiques et pertinentes. Il existe également une alternative intéressante au label biologique, les filières comme Bleu Blanc Cœur, dans lesquelles les volailles sont élevées en plein air et nourries avec une alimentation naturellement enrichie à base de graines de lin, luzerne, colza. Résultat, une viande et des œufs au profit nutritionnel supérieur à certains produits bio, notamment grâce à une teneur plus élevée en oméga 3, bénéfique pour la santé cardiovasculaire et l'inflammation. Après brut et sain, varié. Des aliments différents contiennent des nutriments différents et donc plus nous varions notre alimentation et plus nous couvrons potentiellement nos besoins. Varier les couleurs. Chaque couleur est associée à des composés spécifiques. Le rouge, tomate, fraise, pastèque, est riche en lycopène, bon pour le cœur. Le bleu et violet, myrtille, raisin noir, aubergine, chou rouge, est riche en anthocyanine, qui protège le cerveau et les vaisseaux. Plus il y a de couleurs dans l'assiette, plus on offre des composés protecteurs à notre corps. Varier les familles au sein d'un même groupe. Trop souvent, on tourne autour des mêmes éléments. Le trio poulet, riz, brocoli, emblématique du monde du fitness, peut rapidement devenir une prison alimentaire. Osez le changement. Dans les volailles, essayez pintade, dinde, canard, caille, pigeon. Dans les céréales et pseudo-céréales, explorez le millet, l'amarante, le sarrasin, le quinoa, le gruau d'avoine. Pour les légumes crucifères, variez avec le chou cal, chou romanesco, chou de Bruxelles, chou chinois. Utilisez toutes les catégories alimentaires existantes. La nature, et parfois l'ingéniosité humaine, nous propose une immense palette d'aliments répartis en grandes familles. Tous ont leur place, à condition qu'ils soient bruts et sains. Des fruits de toutes sortes, sans oublier baies et fruits secs, tous les légumes existants, y compris les herbes aromatiques et les épices, des champignons, cultivés ou sauvages, des légumineuses, des céréales avec gluten ou sans gluten, voire des pseudo-céréales, des graines, des oléagineux, des viandes blanches ou rouges, éventuellement du gibier, des poissons blancs ou gras, des œufs, des fruits de mer, des algues, des insectes comestibles pour les plus curieux, des super aliments naturels, gelée royale, pollen, spiruline, argousier, et des produits bien transformés, kéfir, yaourt nature, huile extra vierge d'olive, pain au levain, légumes lacto-fermentés, graines germées, bouillon d'os, ail noir, miso, vinaigre de cidre. Et pourquoi pas quelques boissons fonctionnelles comme le thé vert, les infusions ou le kombucha. Consommez de tout parmi ce choix immense selon vos besoins et vos goûts. Brut, sain, varié et enfin utile. Manger utile, c'est choisir en priorité des aliments qui participent activement au bon fonctionnement de l'organisme. Mais attention, privilégier ne veut pas dire exclure systématiquement. Il s'agit de mettre l'accent sur ce qui apporte une plus-value, un bénéfice tangible, une meilleure digestion, une énergie stable, une immunité solide, un équilibre hormonal harmonieux, une stabilité émotionnelle. Manger utile, c'est donc faire des choix éclairés, sans dogme, mais avec exigence. C'est l'un des leviers les plus puissants pour bâtir une santé robuste et durable. Manger utile suppose l'adoption de quelques bonnes pratiques fondamentales. Première bonne pratique, une majorité de légumes. Une alimentation majoritairement végétale est l'un des piliers les plus solides d'une vie longue et en bonne santé. C'est ce que confirment les populations des zones bleues, ces régions du monde où la longévité s'accompagne d'une excellente qualité de vie. Dans tous les cas, les légumes y constituent la base de l'alimentation quotidienne. Au-delà de leur richesse en vitamines, minéraux, antioxydants et phytonutriments protecteurs, l'un des atouts majeurs des légumes tient à leur impact sur le microbiote intestinal. Ce véritable écosystème vivant, composé de milliards de bactéries, virus, levures et champignons, pesant environ 2 kg, influence profondément notre santé, digestion, immunité, régulation hormonale, métabolisme, humeur, inflammation. Rien n'échappe à son contrôle silencieux.
Les légumes apportent des fibres prébiotiques que notre système digestif ne peut dégrader, mais que nos bonnes bactéries intestinales utilisent comme carburant. Résultat, un microbiote diversifié, équilibré, protecteur, véritable socle d'une santé globale. Concrètement, les légumes au sens strict du terme, c'est-à-dire hors légumes féculents comme les pommes de terre et les patates douces, devraient idéalement représenter au moins 50% du volume de notre apport quotidien. Cela ne signifie pas forcément manger végétarien, mais accorder aux légumes une place de choix dans l'assiette, en les considérant comme une base et non comme un simple accompagnement. Associer légumes à volonté à une consommation modérée de fruits, plus riche en sucre naturel, c'est l'alliance idéale pour optimiser la santé au quotidien. Quels végétaux à privilégier ? Tous. Les fruits, pommes, poires, raisins, fraises, framboises, cerises, abricots, kiwis, myrtilles, prunes, pêches, nectarines, melons. Les légumes, épinards, courgettes, brocolis, poivrons, tomates, choux-fleurs, haricots verts, asperges, fenouil, mâches, salades. Les légumes aromatiques, ail, oignons, échalotes. Les herbes aromatiques, persil, menthe, basilic, romarin, coriandre, ciboulette, estragon, sarriette. Les racines, radis roses ou noirs, réfort, betterave, navets, carottes. Que de choix! Deuxième bonne pratique, des bons lipides. Les lipides ont longtemps été diabolisés dans les recommandations nutritionnelles traditionnelles, en raison de leur fort apport calorique. Pourtant, les recherches actuelles montrent, contrairement à ce que l'on croit souvent, qu'une alimentation optimale ne peut exister sans un apport conséquent en graisse. Ainsi, loin d'être optionnelles, les graisses jouent un rôle crucial dans les fonctions vitales du corps humain. Pour s'en convaincre, quelques faits en témoignent. Le cerveau est constitué à près de 60% de lipides. Chaque cellule de notre corps est enveloppée d'une membrane faite de lipides, essentielle à la fluidité et à la qualité des échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Nos hormones stéroïdiennes, comme la testostérone, ne peuvent pas être synthétisées sans graisse. Ce ne sont donc pas les graisses en elles-mêmes qui posent problème, mais leur qualité. Les bons gras sont représentés par les oméga 3 et les AGMI. Les oméga 3 sont des acides gras dits essentiels. Cela signifie que l'organisme ne peut pas les synthétiser et qu'ils doivent donc impérativement être apportés par l'alimentation. Or, les études montrent que la très grande majorité de la population en consomme insuffisamment. On les trouve notamment dans les petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, anchois, les huiles végétales vierges de première pression à froid, de cameline, lin, colza, les graines de chanvre, chia, les noix de Grenoble. Mais attention, ces acides gras sont très sensibles à la chaleur. Frire une sardine ou torréfier des graines et des amandes détruit une bonne partie de leurs bienfaits. Les acides gras monoinsaturés ou AGMI, dont les plus connus sont les oméga 9, ne sont pas dits essentiels car le corps peut en produire. Mais cela ne signifie pas qu'il faut négliger leur apport. Bien au contraire. Les populations méditerranéennes, dont la longévité est souvent citée en exemple, consomment abondamment ce type de graisse. L'huile extra vierge d'olive, les oléagineux, amandes, noisettes, noix de macadamia, avocats et en sauce animale la trop méconnue graisse de canard peuvent compléter les apports. Troisième bonne pratique, des protéines animales et végétales. Les protéines sont des briques de construction de l'organisme. Muscles, enzymes, neurotransmetteurs, hormones, anticorps. Rien ne fonctionne sans elles. Une alimentation fonctionnelle se doit donc de fournir des protéines de qualité, en quantité suffisante, et réparties équitablement tout au long de la journée. Parmi les enjeux majeurs du vieillissement figure la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive de masse et de force musculaire. Elle touche naturellement tous les adultes à partir de 40 ans, et s'accélère avec l'âge, favorisant fragilité, perte d'autonomie et maladies métaboliques. Un apport quotidien suffisant en protéines est un levier central pour ralentir ce processus. Mais il ne s'agit pas seulement d'en consommer. Encore faut-il diversifier les sources. En effet, une alimentation centrée uniquement sur les protéines animales peut exposer à un excès de graisse saturée, d'oméga 6 pro-inflammatoires et à une surcharge des reins. À long terme,
Cette pression métabolique contribue à une inflammation chronique de bas grade, un facteur silencieux mais central dans l'apparition et la progression de nombreuses pathologies liées à l'âge, maladies cardiovasculaires, troubles neurodégénératifs, maladies auto-immunes, etc. C'est pourquoi les protéines végétales ont toute leur place dans une approche de santé durable. Elles permettent d'alléger la charge rénale, de réduire l'impact environnemental et d'introduire davantage de fibres et de phytonutriments protecteurs dans l'alimentation. On les qualifie parfois d'incomplètes, non parce qu'elles seraient de moindre qualité, mais parce qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Ce déséquilibre est facilement compensé en combinant judicieusement légumineuses et céréales, ce qui permet de reconstituer une protéine dite complète, c'est-à-dire possédant tous les acides aminés essentiels. Par exemple, lentilles avec du riz, pois chiches avec du quinoa, haricots rouges avec du maïs. Quelles sont les protéines à privilégier ? Viande maigre, œufs, volailles, poissons, fruits de mer et crustacés, skyres, mais également légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges ou blancs, fèves, en association avec des céréales complètes, quinoa, riz, sarrasin, avoine. Produits fermentés à base de soja, tofu, tempeh. Quatrième bonne pratique, des glucides à faible impact glycémique. Pendant des décennies, les glucides ont constitué la base de notre alimentation quotidienne en tant que source principale de carburant pour l'organisme. Mais toutes les sources de glucides ne se valent pas, et leur qualité a un impact direct sur notre santé métabolique, notre énergie et notre longévité. Il s'agit d'éviter les pics de sucre dans le sang, qui, répétés quotidiennement, deviennent les déclencheurs silencieux de nombreuses maladies chroniques, diabète de type 2, surpoids, fatigue chronique. Dans une alimentation fonctionnelle, l'objectif est de donner la préférence à ceux qui donnent de l'énergie sans perturber nos différents équilibres. Pour ce faire, nous avons un indice pertinent, l'index glycémique léger, qui mesure la vitesse à laquelle un aliment fait monter le taux de sucre dans le sang. Plus l'IG est élevé, plus la glycémie grimpe rapidement, obligeant le pancréas à produire de l'insuline pour amener le taux de sucre à la normale. À terme, cette surcharge glycémique favorise le stockage des graisses et le diabète. Un excès de glucides rapides, pain blanc, biscuits, soda, céréales sucrées, viennoiseries, riz blanc, agit comme un excès de carburant que le corps ne peut brûler. Résultat, il favorise un phénomène appelé glycation, une sorte de caramélisation des protéines dans le sang, qui accélère le vieillissement des tissus. Pour éviter ces effets délétères, les glucides à index glycémique bas à modéré doivent constituer l'essentiel de nos apports en glucides. Quels sont les glucides à privilégier ? Légumineuses, lentilles vertes, blondes, corail, pois cassés, haricots blancs, rouges, noirs, flageolets, céréales ou pseudo-céréales complètes, quinoa, riz, basmati, sarrasin, amaranth, millet, avoine, tubercules, patates douces, topinambour, panais, et bien sûr, les fruits et légumes. Cinquième bonne pratique, de l'eau en priorité. Parmi tous les nutriments indispensables à la vie, l'eau est le plus vital et pourtant souvent négligé, voire remplacé. Le corps humain est composé à environ 60% d'eau et toutes nos fonctions biologiques en dépendent. C'est simple, on peut survivre plusieurs semaines sans manger, mais rarement plus de 3 jours sans boire. Cela montre bien à quel point l'hydratation est une priorité absolue pour notre organisme. Même une légère déshydratation, de l'ordre de 1 à 2% du poids corporel, peut altérer la concentration, l'humeur, les capacités physiques. Et pourtant, beaucoup vivent en état de déshydratation chronique légère, ne buvant qu'en réponse à une sensation tardive de sécheresse buccale. Pire encore, certains ne consomment presque plus d'eau, lui préférant des substituts comme les sodas. L'objectif premier de l'eau, contrairement à une idée répandue, n'est pas de fournir des minéraux, mais d'assurer des fonctions vitales comme l'hydratation cellulaire, la régulation thermique, l'équilibre acido-basique. Les vrais apports minéraux doivent venir de l'alimentation, qui fournit des nutriments biodisponibles associés à leurs cofacteurs naturels. A l'inverse,
Une eau très minéralisée contient des minéraux inorganiques, souvent mal assimilés et susceptibles de surcharger les reins. L'eau circule en permanence dans et autour de nos cellules. Elle permet d'acheminer les nutriments jusqu'au cœur de la cellule, mais surtout d'en évacuer les déchets vers les portes de sortie appelées émonctoires, reins, intestins, foie, peau, poumons. Il est donc crucial que cette eau soit la plus pure possible, à l'image de l'eau avec laquelle nous lavons notre peau. On ne se rince pas à l'eau sale. Pourquoi ferait-on différemment pour nos cellules ? Quelle eau privilégier ? Une eau peu minéralisée, faiblement résiduelle à sec, type Montroucou, Rosée de la Reine, Montcalm, pour ne pas surcharger les reins inutilement. Une eau distillée maison, notamment pour réduire l'exposition aux polluants, métaux lourds, résidus médicamenteux et microplastiques présents dans l'eau du robinet. Boire de l'eau pure, en dehors des repas, permet d'optimiser l'hydratation sans diluer les sucs digestifs indispensables à une bonne assimilation. Le temps des repas est dédié à manger. Le reste du temps est celui de l'hydratation. En matière de qualité alimentaire, le pire choix possible est sans conteste représenté par les aliments ultra transformés, les AUT. Omniprésents, ils constituent près de 80% de l'offre en grande distribution. Ces produits sont à la fois très bon marché, hautement addictifs et profondément délétères pour la santé. Parmi eux, plats prêts à réchauffer, sodas, céréales industrielles pour le petit déjeuner, snacks salés ou sucrés, etc. La liste est malheureusement interminable. Fait inquiétant, ce sont ces produits qui composent l'essentiel de l'offre dans les chaînes de restauration rapide, dont celle tristement célèbre pour être la préférée des Français, McDonald's. Les AUT ont subi une transformation industrielle complexe, extrusion, soufflage, cuisson à haute température, radiation, ajout d'additifs, etc. Ils contiennent souvent des ingrédients artificiels que l'on ne retrouve pas dans une cuisine domestique. On les reconnaît facilement. Une liste d'ingrédients longue, souvent plus de 5 composants. Des additifs chimiques identifiés par des codes, E621. Des noms techniques obscurs, carragénane, glutamate monosodique, et un marketing trompeur alors qu'ils sont tout sauf sains, 100% naturels, enrichis en vitamines. La structure de l'aliment est profondément modifiée, de même que sa composition nutritionnelle. Ce ne sont plus des aliments, mais des produits alimentaires artificiellement conçus, que le corps ne reconnaît pas comme étant de la nourriture véritable. Résultat, ces faux aliments perturbent le métabolisme, créent des inflammations silencieuses, terrain fertile pour de nombreuses maladies chroniques. Ils sont ainsi liés à l'augmentation massive de pathologies comme le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. De manière paradoxale, ces produits sont riches en calories, mais pauvres en nutriments essentiels. On parle alors de calories vides, responsables de carences nutritionnelles malgré un apport énergétique élevé. Également, les AUT ne sont pas seulement malsains d'un point de vue nutritionnel. Les industriels les ont scientifiquement et chimiquement conçus pour piéger le consommateur dans un cercle vicieux de dépendance et de surconsommation. C'est une véritable masterclass d'ingénierie alimentaire, où chaque ingrédient est sélectionné pour tromper le cerveau. Un cocktail redoutable, composé de sucre ajouté pour stimuler la dopamine et le circuit de la récompense, de graisse transformée pour l'appétence, de sel en excès pour intensifier les saveurs, d'additifs, exhausteurs de goût et arômes artificiels pour créer un goût parfait. Le tout servi dans des textures croustillantes ou fondantes, pensées pour réduire la mastication, neutraliser la satiété et pousser à consommer toujours plus. Un système bien huilé, à la frontière de la manipulation, que certains experts n'hésitent pas à comparer aux méthodes des fabricants de drogue. Les aliments ultra-transformés affectent notre santé physique et même mentale. Fuir les aliments ultra-transformés n'est pas un luxe, c'est une urgence sanitaire. Deuxième exigence, bien préparer. La deuxième condition d'une alimentation optimale, après le choix d'aliments de qualité, réside
dans la manière dont ces aliments sont préparés. Il est essentiel d'insister sur ce point. Bien préparés. Peu de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, détaillent véritablement comment leurs repas sont cuisinés, alors que la cuisson est un pilier fondamental d'une alimentation saine et fonctionnelle, car de là peut dépendre leur assimilation. La cuisson des aliments a été un facteur déterminant dans l'évolution de l'espèce humaine. Sans la découverte du feu et l'intégration de la cuisson dans notre mode d'alimentation, nous serions probablement restés de simples primates. La cuisson a permis d'améliorer la digestibilité de nombreux végétaux en ramollissant les fibres, de rendre assimilables les céréales et les racines féculents, autrement difficiles à dégrader, de détruire des agents pathogènes présents dans les produits animaux, salmonelles, parasites, et de faciliter l'assimilation des protéines animales. Ainsi, la cuisson a participé à la diversification de notre alimentation et à un meilleur rendement énergétique, contribuant à l'évolution du cerveau humain. Malgré tous les avantages de la cuisson, toujours d'actualité, les aliments crus ont également leur place dans une alimentation fonctionnelle. Ils permettent de préserver des nutriments sensibles à la chaleur, vitamine C, certaines vitamines du groupe B, enzymes digestives, antioxydants, et d'améliorer la biodisponibilité de certains micronutriments présents notamment dans les fruits, légumes, graines germées et fruits à coque. L'idéal consiste à viser un équilibre judicieux entre aliments crus et cuits, tout en respectant les conditions d'une préparation saine, car la cuisson peut aussi devenir délétère si elle est mal maîtrisée. Qu'est-ce qu'une cuisson saine ? 3 règles d'or. Première règle, maîtriser la température. Une cuisson douce, idéalement inférieure à 100 degrés, est à privilégier. Cela comprend la cuisson à la vapeur, la cuisson à l'étouffée, à basse température. Non seulement ce type de cuisson va permettre de conserver les qualités nutritionnelles de l'aliment, mais en plus, elles vont éviter la toxicité engendrée par les cuissons agressives à haute température, friture, barbecue, grill. Acrylamide, qui se forme lors de la cuisson de féculents à haute température est potentiellement cancérigène. Pommes de terre frites, croûte grillée du pain. Hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des produits mutagènes issus du contact direct des aliments avec la flamme. Viande grillée au barbecue avec la présence de zones noires carbonisées. Des produits issus de la glycation avancée wedge, qui sont formés lors de la réaction dite de Maillard, une caramélisation à partir du sucre contenu dans les aliments qui donne un goût recherché par les cuisiniers mais accélère le vieillissement cellulaire et l'inflammation. Poulet rôti, fromage fondu gratiné. Deuxième règle, utiliser des matériaux de cuisson sûrs. Certains matériaux peuvent relarguer des substances chimiques indésirables dans les aliments lors de la cuisson. Il convient d'éviter l'aluminium, le téflon ou le plastique et privilégier l'acier inoxydable, le verre, la céramique et la fonte naturelle qui sont très stables. Troisième règle, choisir des matières grasses adaptées à la cuisson. Chaque matière grasse a un point de fumée. Au-delà d'une certaine température, elle s'oxyde, perd ses propriétés bénéfiques et produit des toxines. Voici quelques matières grasses stables à haute température, le beurre clarifié et l'huile d'avocat, qui ont un point de fumée approximativement à 250 degrés. Les huiles riches en oméga 3, qui sont fragiles, lin, colza, noix, ne doivent jamais être chauffées et doivent être réservées à l'assaisonnement accru. Idéalement, on privilégiera donc une cuisson sans matière grasse, puis on ajoutera une huile crue de qualité après cuisson, pour préserver ses bienfaits nutritionnels. La pire option en matière de cuisson est l'association suivante. Une poêle anti-adhésive en téflon usé, associée à une cuisson à feu vif, avec l'utilisation d'une huile végétale raffinée type tournesol, maïs ou mélange industriel. Ce trio constitue une véritable bombe silencieuse pour la santé, car il cumule plusieurs dangers majeurs. Une cuisson à feu vif dépasse souvent les 200 degrés, détruisant au passage une grande partie des micronutriments bénéfiques, tout en favorisant la formation de composés toxiques, déjà évoqués. Les huiles végétales raffinées, bon marché, sont utilisées bien au-delà de leur point de fumée. Elles s'oxydent, se dénaturent et génèrent des radicaux libres nocifs. Enfin,
Une poêle antiadhésive en téflon usée, trop souvent conservée par souci d'économie, peut relarguer des substances toxiques, notamment des composés perfluorés et de l'aluminium présent dans la base. Or, ces substances sont associées à des effets préoccupants, neurotoxicité, perturbations endocriniennes et augmentation du risque de cancer. Le plus préoccupant est que ce type de préparation est aujourd'hui courant, voire banalisé dans nos cuisines modernes. C'est rapide, pratique, économique, mais c'est aussi hautement délétère sur le long terme. À force d'habitudes répétées, cette méthode entraîne une altération chronique de la qualité nutritionnelle de nos repas et une accumulation silencieuse de toxiques dans l'organisme avec un risque accru de maladie. Troisième exigence, consommer au bon moment. Après avoir choisi des aliments de qualité et veillé à une préparation respectueuse, un facteur très souvent ignoré et pourtant fondamental joue un rôle déterminant, le moment du repas. Autrement dit, le quand est aussi important que le quoi et le comment. Pourquoi ? Parce que notre corps ne fonctionne pas de manière linéaire. Il est régulé par des rythmes biologiques, en particulier l'horloge circadienne. L'horloge circadienne est un rythme biologique interne qui suit un cycle d'environ 24 heures. Il régule la température corporelle, le sommeil, les sécrétions hormonales, l'éveil, mais aussi la digestion, le métabolisme et la sensibilité à l'insuline. Cette horloge, synchronisée par la lumière du jour et par nos habitudes, notamment les heures de lever et de coucher, détermine les moments optimaux pour digérer et assimiler les nutriments. Dans une précédente vidéo intitulée « Positionnement géographique des zones bleues et impact sur la santé », j'ai déjà évoqué cette notion. Mais allons plus loin ici en identifiant 4 principes clés à respecter pour aligner notre alimentation sur notre horloge circadienne. 1. Respecter un jeûne nocturne d'au moins 12 heures, entre le dîner et le petit déjeuner du lendemain. Une pause digestive d'au moins 12 heures permet d'activer l'autophagie, un processus fondamental de nettoyage cellulaire. Cette réparation nocturne permet à l'organisme d'éliminer les déchets métaboliques, de mieux réguler le métabolisme et de favoriser la longévité. Manger trop tard ou grignoter le soir empêche ce cycle de se mettre en place correctement. 2. Espacer les repas d'au moins 4 heures. Entre 2 prises alimentaires, il est nécessaire de laisser suffisamment de temps pour que la phase digestive se termine. En pratique, un intervalle de 4 heures est suffisant pour stimuler le complexe moteur migrant, un mécanisme naturel de nettoyage de l'intestin qui ne s'active que lorsque ce processus est respecté. Repas trop rapprochés et grignotage perturbent le complexe moteur migrant, entraînant des troubles digestifs, ballonnement, fermentation, lourdeur. 3. Avoir un rythme alimentaire régulier. Nos organes digestifs, foie, pancréas, intestin, ont leur propre horloge périphérique, en lien avec celle du cerveau. Une alimentation prise à des heures irrégulières désynchronise ces horloges avec à la clé troubles digestifs, déséquilibre métabolique, fatigue, voire troubles du sommeil. A l'inverse, une régularité dans les heures de repas renforce la synchronisation globale du corps, améliore l'assimilation des nutriments et optimise le fonctionnement métabolique. 4. Adapter les repas aux rythmes hormonaux de la journée. Le matin, le cortisol est élevé. Il favorise l'éveil, la concentration, la mobilisation des graisses. Le système digestif est prêt à accueillir un petit déjeuner nourrissant, composé de bons gras, de protéines et de fibres, pour stabiliser l'énergie et éviter les fringales. À midi, l'insuline atteint son pic, ce qui rend la digestion optimale. C'est le moment idéal pour consommer le repas principal, riche et complet. Protéines, glucides complexes, légumes cuits, etc. Le soir, en revanche, la température corporelle baisse, les enzymes digestives se font plus rares et le corps se prépare au repos. Il convient donc de manger léger et digeste, légumes cuits, protéines douces comme du poisson ou des légumineuses. Il est toutefois essentiel de rappeler que nous n'avons pas tous les mêmes rythmes
et qu'il est essentiel d'adapter ces principes à son chronotype. Certains sont des chronotypes du matin. Ils digèrent bien dès les premières heures de la journée et peuvent bénéficier d'un petit déjeuner copieux et d'un dîner léger. D'autres, les chronotypes du soir, ont un appétit plus tardif, digèrent mieux dans l'après-midi et doivent veiller à ne pas dîner trop tard ou trop lourd, malgré une faim souvent tardive. Apprendre à écouter son corps et à identifier son propre rythme est un des piliers d'une bonne santé respectueuse de notre physiologie. Le grignotage est la pire option d'une alimentation rythmée et structurée et constitue le fléau moderne du rythme alimentaire. Jadis exception, il est aujourd'hui la norme silencieuse de notre quotidien moderne. Un café sucré en matinée, un biscuit entre deux réunions, une poignée d'amandes par précaution ou encore un carré de chocolat après le dîner. Dans une société où la nourriture est accessible partout et à tout moment, distributeur automatique, snack en libre service, sandwicherie sur le pouce, café à emporter, l'acte de manger s'est détaché de son rythme naturel et de sa fonction première, répondre aux besoins du corps. Le système digestif est une usine métabolique de haute précision qui a besoin de phases de repos pour fonctionner correctement. Le grignotage supprime ces temps de pause. L'estomac, le pancréas et les intestins restent constamment sollicités sans pouvoir se régénérer, occasionnant un système digestif en surcharge permanente avec des troubles associés. Fermentation intestinale, ballonnement, reflux. Autre problématique, le grignotage empêche l'activation du complexe moteur migrant dont on a parlé précédemment. Les déchets stagnent dans le tube digestif, favorisant le déséquilibre du microbiote et la formation de toxines qui fatiguent l'organisme. Également, chaque prise alimentaire, même minime, stimule la sécrétion d'insuline, l'hormone du stockage. En multipliant les apports tout au long de la journée, on favorise une hypersécrétion chronique de cette hormone, ce qui peut entraîner une prise de poids, un état inflammatoire de bas grade, voire une résistance à l'insuline. Premier pas vers le diabète. Grignoter revient aussi à brouiller les signaux naturels de faim et de satiété. Le cerveau ne sait plus quand il a vraiment besoin de manger, ni quand il est réellement rassasié. Cela ouvre la porte à une alimentation émotionnelle, compulsive, souvent dictée par le stress ou l'ennui, plutôt que par un besoin physiologique réel. Enfin, le grignotage, en sollicitant en continu le système digestif, finit aussi par perturber notre microbiote intestinal, un pilier fondamental de notre santé globale. Quatrième exigence, et en quantité adaptée. L'alimentation optimale ne repose pas uniquement sur la qualité des aliments, leur préparation, leur moment de consommation, mais également sur leur quantité. Cette dernière notion, la bonne quantité, est soit négligée, soit traitée de manière purement calorique. Mais que signifie vraiment manger en quantité adaptée ? Je te propose cette définition. La quantité adaptée est celle qui répond aux besoins réels de chacun, sans générer ni frustration, ni excès, et qui permet de maintenir son poids d'équilibre. Cette définition nécessite le développement de deux notions essentielles, l'autorégulation et le poids d'équilibre. Première notion, l'autorégulation énergétique. Notre corps est muni de mécanismes d'une grande intelligence, guidés par un principe fondamental appelé l'homéostasie. L'homéostasie désigne la capacité de l'organisme à maintenir son équilibre interne malgré les variations de l'environnement. En cas de déséquilibre, le corps active des systèmes de régulation pour revenir à l'état normal. Un exemple d'homéostasie appliquée à la température corporelle. Lorsqu'il fait chaud, le corps déclenche la sudation pour se refroidir. Lorsqu'il fait froid, il provoque des frissons pour produire de la chaleur. Ce principe s'applique également à l'énergie et à la nutrition. À la naissance, nous possédons tous une compétence alimentaire innée. Un nourrisson mange selon ses besoins et s'arrête dès qu'il est rassasié. Il alterne naturellement des phases de forte ou de faible faim,
en fonction de ses besoins métaboliques. Mais avec le temps, cette autorégulation peut s'altérer. Une éducation alimentaire basée sur des injonctions « finis ton assiette », le stress chronique, un microbiote déséquilibré, une exposition constante à des aliments ultra transformés, ou encore la déconnexion des signaux corporels peuvent brouiller ce dialogue entre le corps et ses besoins. Peu à peu, on mange par habitude, par stress, par compensation ou par peur de manquer, et non plus en réponse à une faim réelle. Ce dialogue corporel, infiniment plus fin que le simple comptage des calories, permet pourtant d'ajuster non seulement les apports énergétiques, mais aussi les besoins en micronutriments. Par exemple, une carence en énergie provoquera une envie irrésistible de manger orientée vers les aliments les plus caloriques. Également, un manque de magnésium peut se traduire par un attrait particulier pour le chocolat noir, naturellement riche en magnésium. Manger quand on a faim et s'arrêter quand on ressent la satiété est donc au cœur de cette régulation naturelle. Mais encore faut-il savoir reconnaître ces deux signaux. Qu'est-ce que la faim ? La faim est un signal physiologique qui indique que le corps a besoin d'énergie. Ce n'est ni une simple envie de manger, ni un réflexe conditionné par l'heure, il est midi donc je mange. Les signes typiques de la vraie faim sont une sensation de creux à l'estomac, des gargouillements, une légère baisse d'énergie ou de concentration, parfois une irritabilité, une pensée spontanée vers des aliments nourrissants. Un test simple. Si une assiette de légumes vapeur ou un œuf dur vous paraît appétissante, il y a de fortes chances que ce soit une vraie faim. Si seuls des chips ou du chocolat vous attirent, il s'agit probablement d'une envie émotionnelle. Qu'est-ce que la satiété ? La satiété correspond au moment où le corps a reçu ce dont il a besoin, sans que l'on ressente encore de lourdeur ni de trop-plein. C'est un point d'équilibre entre la faim disparue et le non-besoin de continuer à s'alimenter. La satiété est un processus progressif, pas un interrupteur. Elle met environ 15 à 20 minutes à apparaître après le début du repas. D'où l'importance de manger lentement, de mastiquer suffisamment et d'éviter distraction et agitation, les écrans ou autour de discussions animées. Être à l'écoute des sensations dans la bouche, le ventre et le reste du corps est essentiel. Un bon indicateur. Vous n'avez plus vraiment envie de reprendre une bouchée et vous vous sentez bien, ni vide ni trop plein. Mais attention, la satiété est subtile, surtout si l'on mange vite ou en étant distrait. On peut facilement la dépasser sans s'en rendre compte. En résumé, la faim démarre le repas, la satiété le termine. Deuxième notion, le poids d'équilibre. Nous vivons dans une société obsédée par la minceur. L'idéal de poids est souvent construit sur des bases arbitraires, esthétiques, parfois même irréalistes. Mais cet idéal n'a rien à voir avec notre poids d'équilibre. Le poids idéal tel qu'il est communément envisagé est souvent un fantasme. Il repose sur des normes comme l'IMC ou des images figées, rarement atteignables sans restriction sévère. A l'inverse, le poids d'équilibre est celui auquel le corps se stabilise naturellement lorsque l'on mange en respectant ses besoins, sans frustration ni compulsion. C'est un poids durable, soutenable, compatible avec une bonne santé et surtout régulé par le cerveau, en dehors de tout contrôle volontaire. Cette notion est essentielle, car elle est le fruit de centaines de milliers d'années d'évolution. Le corps humain s'est adapté à un environnement où la nourriture était rare et les périodes de disette fréquentes. Pour survivre, il a développé des mécanismes puissants de conservation de l'énergie, centrés sur la préservation de la masse grasse. Le poids d'équilibre correspond ainsi à un stock de graisse que le cerveau considère comme un stock de sécurité. Ce seuil est en grande partie déterminé génétiquement et varie d'une personne à l'autre. Plus on s'éloigne de ce poids, plus le corps active ses mécanismes de défense. Ainsi, le cerveau réagit à la privation comme à un danger, en déclenchant des comportements de compensation, augmentation de la faim, réduction du métabolisme de base, stockage préférentiel des graisses, pensée obsessionnelle autour de la nourriture. C'est la raison pour laquelle
Les régimes restrictifs échouent dans plus de 85% des cas à long terme, comme l'ont démontré de nombreuses études. Le cerveau vit la privation comme une menace et mobilise toutes ses ressources pour y faire face. Mais attention, le poids d'équilibre véritable ne peut être obtenu que si les signaux envoyés au cerveau ne sont pas perturbés. Or, ces signaux sont facilement faussés en cas de masse grasse excessive, de consommation régulière d'aliments ultra transformés, de déséquilibre du microbiote intestinal, de stress chronique ou de troubles du sommeil. La pire option, à mes yeux, est celle qui domine très largement dans le monde du fitness, une vision purement mathématique de la nutrition, centrée sur le comptage des calories. Cette approche repose sur le postulat simpliste selon lequel le poids corporel se régule comme une simple opération mathématique. Calories ingérées, moins calories brûlées. Mais cette vision est réductrice et largement dépassée. Même en admettant qu'il soit possible de calculer avec précision notre apport calorique et notre métabolisme de base, ce qui est rarement le cas. L'écart entre théorie et réalité reste immense. Car ce n'est pas ce que nous mangeons qui compte, mais ce que nous absorbons. Et cette absorption dépend de nombreux facteurs. La qualité de la mastication, l'état de notre microbiote, la cuisson, la richesse de nos enzymes digestives ou encore le niveau d'inflammation intestinale. À cela s'ajoute un autre point souvent négligé. Nos besoins énergétiques ne sont pas constants. Le métabolisme n'est pas une valeur figée. Il fluctue en fonction de nombreux paramètres. L'activité physique du jour, la température extérieure, la qualité du sommeil, l'état hormonal, le niveau de stress, la période du cycle menstruel ou encore la phase de digestion. La simple présence d'un stress aigu peut multiplier la dépense énergétique, tandis qu'un état prolongé de fatigue ou d'inflammation chronique peut au contraire le ralentir. Elle néglige également une réalité biologique essentielle. Toutes les calories ne se valent pas, car notre corps n'est pas une machine passive, mais un organisme vivant, adaptatif, hormonalement intelligent. 100 calories de pâte blanche riches en glucides vont stimuler l'insuline et donc favoriser le stockage. 100 calories de poulet riches en protéines vont augmenter la satiété et la thermogenèse, qui est une augmentation de la température corporelle, qui va ainsi augmenter la dépense énergétique. 100 calories de salade riches en fibres vont diminuer l'absorption des autres aliments et nourrir le microbiote. Bref, la qualité de la calorie est plus importante que la quantité. Je pourrais égrener de multiples arguments prouvant que le comptage des calories est une stratégie limitée et fondamentalement inefficace sur le long terme. Mais quel meilleur exemple que celui de nombreux influenceurs eux-mêmes. Ils prônent le summer body, s'imposent des restrictions drastiques pour obtenir un physique affûté, le temps de quelques photos ou d'une vidéo. Puis, quelques mois, voire quelques semaines plus tard, on les retrouve méconnaissables, avec un corps visiblement fatigué, gonflé. Pourquoi ? Parce que cette approche va à l'encontre des lois biologiques du corps humain. Le métabolisme se défend. Face à une restriction calorique répétée, il ralentit, diminue la dépense énergétique au repos, augmente les signaux de faim, intensifie les compulsions et stocke plus dès que l'apport augmente. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réponse adaptative, parfaitement logique de survie. Autrement dit, plus on contrôle, plus le corps échappe au contrôle. C'est pourquoi le modèle mathématique est non seulement inefficace, mais souvent délétère. Il déconnecte de la faim réelle, alimente la culpabilité alimentaire et finit par engendrer des cycles de yo-yo, de frustration et de perte de confiance. La clé du summer body toute l'année n'est pas de manger moins, mais de manger mieux. Voici donc les 4 conditions préalables à une alimentation véritablement optimale, au sens fonctionnel du terme, c'est-à-dire une alimentation qui permet à l'ensemble de nos systèmes, digestifs, hormonal, immunitaire, nerveux, d'exprimer leur plein potentiel. Fort de ces repères, tu disposes désormais de bases solides pour évaluer par toi-même la pertinence des conseils alimentaires prodigués, y compris ceux émanant d'influenceurs. Tu es en mesure de prendre du recul face aux dogmes rigides ou aux promesses miracles. Et il se pourrait bien que certaines idées, pourtant largement véhiculées, ne résistent pas longtemps
à ton nouveau regard critique. À très bientôt.